Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, même si c'est uniquement virtuellement vu les circonstances, des résultats de ma thèse qui se déroule actuellement à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, sous la supervision d'Élise Huchard. Donc tout d'abord, il faut savoir que la reproduction, c'est quelque chose de très coûteux en énergie, surtout chez les mammifères, puisque pendant la gestation et la lactation, les femelles doivent subvenir aux besoins de leurs petits afin d'assurer leur suivi et leur croissance. Et dans le même temps, la plupart des environnements sont saisonniers. Il est donc souvent adaptatif pour un individu d'ajuster ses timings reproductifs, ce qu'on appelle la phénologie de la reproduction, avec le pic saisonnier de nourriture. Donc par exemple, chez de nombreux passereaux, donc comme les mésanges, on retrouve une ponte qui a lieu au printemps afin de synchroniser le pic de chenilles, qui est la nourriture principale, avec la naissance de leurs jeunes, afin d'assurer leur suivi. Toutefois, la plupart des études qui se sont concentrées sur la phénologie de la reproduction ont étudié des espèces de petite taille qui peuvent faire tenir tout leur cycle reproducteur dans une seule et même saison, et sur des espèces vivant en haute latitude, où les fluctuations saisonnières sont très importantes. Et comparativement, on sait assez peu de choses sur les espèces tropicales longévives. Et c'est dans ce cadre, et dans le but de limiter ces lacunes et ces biais, qu'on étudie ici les babouins chacma, qui sont une espèce longévive vivant en zone tropicale. Plus précisément, depuis 2005, des troupes de babouins sont habitués à l'homme, dans le cadre du Tsaobis Baboon Project, et vivent dans un climat désertique à l'orée du désert du Namib, comme on peut le voir sur cette photo. Et grâce à ce projet, j'ai accès à des données relativement précises, individu-centrées, de long terme, d'histoire de vie, de démographie et comportementale. Et dans cette étude, on se demande tout d'abord quelle est la saisonnalité de la reproduction et la saisonnalité environnementale à Tsaobis. Puis on regarde s'il existe des variations en termes de succès reproducteur selon les timings de naissance. Et l'originalité ici, c'est de considérer plusieurs composantes de la valeur sélective d'une femelle, à la fois sur sa reproduction présente, mais aussi future, pour mieux comprendre l'évolution de la phénologie de la reproduction. On prend sur la reproduction présente la survie des jeunes, qui est un paramètre assez classique, jusqu'au sevrage. Et pour la reproduction future, on regarde une mesure du rythme reproducteur des femelles, à savoir l'IBI, donc l'intervalle entre naissances, qui est la durée entre deux naissances vivantes pour une même femelle. Et enfin, on regarde si ce compromis entre reproduction présente et future peut se retranscrire en termes de conflit mère-jeune d'un point de vue comportemental. Donc je passe au résultat. On a pu tout d'abord montrer que les babouins chacma ont une reproduction non saisonnière, puisqu'ils sont capables de concevoir à gauche et donner naissance à droite tout au long de l'année, même si on observe un pic modéré de naissance qui a lieu en octobre-novembre. Ils sont non saisonniers alors qu'ils vivent pourtant dans un environnement relativement saisonnier, puisqu'on peut voir en bas à gauche que même s'il pleut très peu, il y a tout de même une saison des pluies qui a lieu entre janvier et avril et qui est suivi par un pic saisonnier de nourriture vers mars-avril. Par la suite, et étonnamment, on a mis en évidence qu'il existait des coûts sur la fitness de certains timings de naissance. Alors on pourrait penser que la non-saisonnalité, elle émerge en réponse à l'absence de coûts de se reproduire tout au long de l'année, qui peuvent venir au fait que les femelles sont capables de tamponner les fluctuations saisonnières de l'environnement de par leur diète omnivore ou leur habilité à stocker de l'énergie. Mais en fait, il n'en est rien. On voit tout d'abord que les enfants, les jeunes qui sont nés vers juin-juillet ont plus de chances de mourir avant d'être sevrés que ceux qui sont nés entre novembre et février, indiqué en vert. Et dans le même temps, on a pu montrer des coûts sur les intervalles entre naissances des mères, puisque les mères qui donnent naissance vers janvier et février ont tendance à avoir des intervalles entre naissances plus longs que les mères qui donnent naissance entre juillet et septembre, indiqué en rouge. Donc ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'il y a bien deux timings de naissance optimaux distincts, avec les timings de naissance qui maximisent le rythme reproducteur des femelles, indiqués en rouge, qui ont lieu 4 mois avant les timings de naissance qui maximisent la survie des jeunes, qui sont indiqués en vert. Et donc en fait, on a bien mis en évidence le fait que deux composantes de la valeur sélective des femelles ne sont pas maximisées pour les mêmes timings de naissance, et que par conséquent, elles font bien face à un compromis sur quand donner naissance. Et enfin, avec des observations focales de comportement, on s'est intéressé plus particulièrement au tantrum, donc c'est les crises de colère des jeunes. On peut voir une photo sur la gauche, et c'est une manifestation comportementale du conflit mère-jeune qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces de primates, et notamment chez les humains, qui ont lieu quand les petits réclament plus d'investissement maternel, c'est-à-dire souvent plus d'accès au sein.
En effet, donc une fois que le petit est né, il a tout intérêt à demander le plus d'investissement possible à sa mère afin de maximiser sa survie, alors que la mère, elle doit allouer stratégiquement son énergie entre ce petit actuel, présent, mais aussi son petit futur et ses reproductions futures. Et c'est de ce fait que peut émerger des conflits sur les investissements maternels pendant le sevrage, essentiellement. Et ici, on peut voir à droite qu'on a montré que les petits qui naissent en septembre, donc dans les timings qui minimisent les intervalles entre naissances, ont tendance à produire plus de crises de colère que les autres. Donc on voit bien que ce compromis en fait des mères se retranscrit par des conflits mères-jeunes quand les mères décident de donner naissance au moment qui maximise leur rythme reproductif. Et donc si je résume tous ces résultats, on a montré qu'il y avait bien une saison des pluies à Tsaobis, qui est suivie par un pic saisonnier de nourriture. Et si on regarde comment sont ajustées les différentes phases du cycle reproducteur des femelles avec la saisonnalité environnementale, afin de mieux comprendre cette phénologie, on voit que c'est la fin du sevrage, qui est indiqué en violet, qui est important de timer, de synchroniser avec le pic saisonnier de nourriture, afin d'assurer, de maximiser la survie des jeunes. Donc on sait que la fin du sevrage est une phase assez critique pour un petit, où il est très vulnérable, puisqu'il doit apprendre à se débrouiller tout seul sans pouvoir retourner au sein de sa mère pour survivre. Et donc c'est vraiment important pour lui qu'il ait beaucoup de nourriture dans l'environnement pendant cette phase-là, la fin du sevrage. Par contre, pour maximiser le rythme reproducteur des femelles, c'est le début du sevrage qui est indiqué en rose, qui coïncide plus ou moins également avec le pic de lactation pour la mère, qu'il est important de synchroniser avec le pic de nourriture. Donc ça permet d'accélérer la transition vers l'indépendance alimentaire du jeune en lui garantissant un accès à de la nourriture pour être sevré. Et ce début de sevrage précoce couplé à une meilleure condition maternelle permet à la mère d'accélérer son rythme reproducteur. Mais ça vient avec des coûts sur la survie des jeunes et sur des conflits mère-jeune qui sont maximales pour ces timings, car on peut voir en fait que la fin du sevrage, en violet, a lieu maintenant pendant la saison sèche qui est pauvre en nourriture. Et donc en fait on comprend bien et on montre bien que l'importance du sevrage pour comprendre l'évolution de la phénologie de la reproduction et l'importance des trade-offs, en fait, des compromis qui peuvent exister sur les timings de reproduction. On peut penser que ça peut arriver assez souvent chez les espèces longévives avec des temps de lactation et des sevrages assez longs. Et enfin, le pic modéré de naissance dont je parlais au début, qui a lieu en octobre-novembre, il est le résultat en fait d'un compromis des mères qui tentent de maximiser à la fois la survie de leurs jeunes et leur rythme reproductif. Donc on montre bien ici l'importance de ne pas regarder uniquement une seule composante de la valeur sélective pour comprendre l'évolution de la saisonnalité de la reproduction. Et notamment on montre en fait que pourquoi certaines espèces ne donnent pas naissance nécessairement au moment qui maximise la survie des jeunes. Et dans une certaine mesure, cela permet également d'expliquer la non-saisonnalité de la reproduction, ou en tout cas l'existence d'un pic de naissance relativement long, aplati, puisque différents timings de naissance maximisent différentes composantes de la valeur sélective. Voilà, merci beaucoup de votre attention.